chante. 1, 2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus. On ne veut pas combattre quelque chose qui... On s'attaque nous-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est... Je vais prendre l'exemple de l'ego. Tout le monde, si je pose la question, c'est quoi le problème dans l'entreprise? Et je creuse un peu, tout le monde va répondre c'est l'ego si je les amène à ça. Oui, mais on va mettre des méthodes et des concepts encore pour contourner ça. Pour pouvoir régler les difficultés de l'entreprise. Mais personne va dire, bah, ok, on va s'attaquer au problème de l'ego. Je prends par exemple, quand tu fais un cheminement spirituel, qu'est-ce qui t'empêche à un moment donné? Il y a un frein, il y a une barrière, c'est que tu crois avoir le libre arbitre. Tu sens bien que non, mais tu crois. Abandonner le fait de ne pas avoir le libre arbitre, toute la culture depuis des siècles et des siècles qui sont incrustées en toi, c'est super difficile. Et pourtant, le seul vrai sujet, d'une simplicité enfantine, c'est un problème de libre arbitre, de croire au libre arbitre. Donc la séparation, tout le truc. Tu dis qu'il y a trop de méthodes de management et de direction des ressources humaines. Pourquoi? Oui, on a créé des méthodes pour contourner, les méthodes et les concepts pour contourner une problématique qui est l'ego. Bon, ça ressemble à quoi, l'ego en entreprise? Raconte. Bah, l'ego, c'est que tout d'un coup, c'est-à-dire moi séparé de tous. Donc du coup, je défends mon intérêt. D'accord? Je fais une réunion sur un projet, et tu auras un qui va sortir tout d'un coup, moi-je. Et là, ça y est, c'est tout part en vrille. Ouais, on voit bien la chose, la réunion de vente, où celui qui aura fait le plus gros chiffre, Voilà. celui qui veut la place de l'autre. Voilà, ou qui ne gagne pas assez, ou je sais pas quoi, ou voilà, et c'est moi-je. C'est-à-dire qu'on oublie tout de suite le collectif pour aller au moi-je. Et là, ça déséquilibre de fait le processus. Comment toi t'as vu ce conditionnement dans l'histoire personnelle de Gilles? Moi, avec Gilles, d'abord, j'étais autodidacte, donc j'ai pas de diplôme, et donc, on va dire pour le regard de ma mère, c'est comme ça que j'écris dans le livre, c'est de réussir. D'accord? Donc je me suis jeté à corps perdu dans la réussite professionnelle. Cette réussite, elle a été, puisqu'à 35 ou 37 ans, je ne sais plus, j'étais membre du comité de direction d'une boîte américaine sans aucun diplôme, entrant avec des gars avec des barrettes, des grands diplômes en face de moi. Et là, mon ego était à son paroxysme. D'accord? Mais je me suis rendu compte que c'était pas moi. Voilà, c'est un exemple. Là, c'est l'ego de Gilles à l'intérieur du conseil. Mais pour ça, j'ai écrasé des gens, je me suis battu, j'ai mené une guerre. J'ai mené une guerre pour mon ego. D'accord? Et c'est là où il y a un moment de conflit, parce qu'en même temps, j'étais quelque part dans la compassion pour d'autres, pour des équipes, pour le truc, et en même temps, tu as ton ego. Dès qu'on te touche, par exemple, quand il y a une crise, il y a le plan de licenciement, bah, tu vas te mettre en ordre de bataille. D'accord? Tu vas te protéger. Donc tu oublies le collectif pour aller à la bataille. Et à un moment donné, ça a calé dans ma tête. Je me suis rendu compte que j'étais en train de mettre des gens dehors, que j'étais en train comme je faisais l'externalisation, j'envoyais des gens, les projets en Inde, et que les gens n'avaient plus de travail. Un cas de conscience. Oui, c'est un cas de conscience, oui, bien sûr. À un moment donné, tu te poses la question. Et tu te poses la question. À quoi ressemblent ces questions que tu te poses? La question, c'est est-ce que c'est ce que je veux? Voilà, ok, je me suis retrouvé aux États-Unis en pleine gloire, parce que j'avais réussi un très grand projet. Puis tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais est-ce que c'est ce que je veux? La réponse est non. Et c'est là où j'ai décidé de tout arrêter. Et après ça, donc, moi j'ai beaucoup travaillé, on m'a formé sur des concepts, des organisations dans des grands cabinets de conseil internationaux, etc. Le changement. Voilà, on met des organisations en place. La motivation. Voilà, tout ce que tu peux imaginer dans le truc. Mais quand tu prends du recul, j'en ai vu aucun fonctionner. À un moment donné, ça dysfonctionne. Donc on est obligé de corriger. Donc on recommence, on corrige. Et puis quand je suis arrivé à La Réunion, je suis rentré dans l'économie sociale et solidaire, tu vois. Et dans l'économie sociale et solidaire, moi je suis rentré dans cet idéal qui finalement je trouvais qu'il manquait dans l'économie classique, capitaliste. J'ai créé l'économie de partage, j'ai fait un concours même national. Puis je me suis rendu compte que ça ne marchait pas plus.
C'est la même chose à peu C'est la près? même chose, le même problème. Et puis j'ai pris du recul. Et comme j'étais en chemin spirituel, effectivement, la prise de conscience de l'ego, je me suis rendu compte que le problème de fond, dans toutes ces organisations, tu as pas de l'ego. Rien d'autre. Quoi que tu fasses, quoi que tu mettes au-dessus, ça n'est qu'un pansement. Mais ça ne règle pas le problème de fond. L'humain est égotique. Tant qu'on ne prend pas conscience de ça et que chacun ne prend pas conscience de ça, c'est très difficile de mettre en place des organisations qui vont être pérennes. Et c'est vrai aussi dans la politique, c'est vrai aussi dans les organisations de société, on peut le regarder partout. Et qu'est-ce qui peut faciliter cette compréhension, cette observation de l'ego? Je pense qu'il faut repartir à l'école. Au lieu de faire du savoir-faire, faire du savoir-être auprès des enfants, cette prise de conscience depuis l'enfance, qu'on est qu'on est une communauté, que l'amour, la compassion, des règles de base. Et si tu regardes l'école, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend un savoir-faire, on n'apprend pas un savoir-être. Et si, dans mon expérience, le savoir-faire, on l'acquiert quand on veut. D'accord? C'est un effort physique, mental, ce que tu veux. D'accord? Ça se rattrape toujours. Le savoir-être, c'est extrêmement long à corriger. Parce que c'est des schémas qui sont très complexes à l'intérieur de nous. Savoir-faire, c'est facile. Les maths, on te donne des règles. Si tu décides de te concentrer, à un moment donné, tu apprends. Un savoir-être, c'est beaucoup plus complexe. C'est psychologique, c'est un ensemble de... Donc si je te mets des codes depuis petit, des interdits, des obligations, des règles d'ego, etc., c'est très long à s'en défaire. En tant qu'autodidacte, comment tu as fait pour acquérir des savoir-faire? Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as des exemples? L'école, déjà, c'était pas ma tasse de thé. Parce que moi, j'ai trouvé que la vie à l'extérieur était plus intéressante. Et puis après, on part, on a 18 ans. Moi, j'ai quitté La Réunion, je suis rentré. Et puis là, j'ai décidé de commencer à gagner ma vie, à montrer à ma mère finalement que je pouvais réussir. Et autodidacte, j'ai jamais fait de commerce par exemple. Je suis rentré à une boîte pour être ingénieur d'affaires, ils me demandaient des diplômes. Bon, je suis rentré, au bout de 6 mois, j'étais considéré comme un des meilleurs commerciaux. Parce que par contre, je travaillais jour et nuit. Voilà, je mettais une machine de guerre en place pour y arriver. Alors les autres, il fallait moins d'efforts. Mais finalement, j'y arrivais dans des délais qui sont assez courts. Je me suis retrouvé directeur à 30 ans, dans des grands groupes technologiques, c'est pareil. Quelle a été la clé de ton succès? Alors, le plus important, ce que j'ai appris, c'est l'écoute. L'écoute et ne pas douter. Par exemple, je vais te donner un exemple très concret. Je veux être commercial, finalement, l'histoire fait que j'y arrive, je rentre. J'arrive le lundi matin dans une boîte et l'ingénieur d'affaires me donne un bureau avec un téléphone, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai réussi à convaincre, par contre jamais fait. Donc pendant 3 jours, je suis resté tétanisé, voilà, perte de kilos, tu vois. Le truc, bon. Et le matin du 3e jour, je me suis levé, j'ai dit non, il est hors de question, j'y suis maintenant, on va au combat. Donc je prends le glaive, la guerre, je pars en guerre. Et là, je pars dans les couloirs, je dis au gars, expliquez-moi, c'est quoi ton métier, comment ça fonctionne. Je cassais les pieds à tout le monde. Voilà, je prends les dossiers, je prends le téléphone, allez, je pose plus de questions. Et je te dis, au bout de 6 mois, j'avais rattrapé tout le monde. Question, écoute, travail. Travail, écoute et persévérance. Persévérance. Ouais, persévérance. Et au niveau du savoir-être maintenant, Oui. comment tu t'y es pris? En fait, c'est là où c'est le plus difficile, en fait. C'est vraiment assez difficile parce que, justement, quand tu as cet ego qui veut démontrer le regard des autres, l'ego qui vient, ce que j'ai appelé l'autre tout à l'heure, qui vient, qui est vraiment ancré en toi, en fait. À un moment donné, comme je disais, le lui, à un moment donné, il dit, mais non, je veux vivre. J'étouffe. C'est pas moi, c'est pas qui j'ai envie d'être. Tu comprends? Et là, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc, ça marche par à coup. Puis l'autre t'étouffe. Mais non, tu vas y arriver, tu es le meilleur. Et puis lui dit, bon, Lo, j'aimerais bien un petit peu redevenir ce que j'étais enfant. Et puis, voilà, et puis ça prend énormément de temps. Ça a pris une bonne dizaine d'années. Ouais. Et encore, c'est pas terminé, je pense. Dans un cas, ça prend 6 mois, et dans l'autre, ça prend une vie. Ouais, pas une vie. Dans un cas, tu peux acquérir en posant des questions aux autres. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu poses des questions à toi-même? En fait, tu fais ce que tout le monde fait tout le monde fait dans la spiritualité. C'est d'abord tu vas t'intéresser à les bouquins, la Bible, l'évangile,
le bouddhisme, etc., etc. Donc tu commences la méditation, donc tu t'engranges de l'information. D'accord. En gros, tu vas dans le même mode que le savoir-faire, mais sans pouvoir toucher l'être. Voilà. Mais je crois qu'on est la majorité des gens cherchent. Alors Oui. c'est le seul domaine où on ne cherche pas. Mm. On n'a pas à chercher, mais il faut passer par cette étape. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà, donc tu fais comme tout le monde, tu vas chercher quoi. Comme dit, tu prends les mêmes méthodes que tu as utilisées dans le savoir-faire et tu vas dans le savoir-être. Et puis petit à petit, après, par contre, ce qui était intéressant dans cette... En fait, il faut savoir écouter aussi. Parce qu'il y a des étapes, mon expérience, attention, chacun a son cheminement. Et dans mon expérience, il y a des clés en fait. Tu vois, il y a une phrase, puis ça te secoue tout d'un coup. Tu te dis, tiens, cette phrase me parle au fond de moi-même, tu vois. Mais on va prendre 1-2 ans à l'intégrer, parce que je le remets en cause, parce qu'on est dans la recherche. Donc la recherche, on va lire quelque chose qui remet peut-être en cause ça, et puis je reviens, et puis on reprend. Puis il y a une deuxième étape, il y a une autre clé qui t'est donnée, donc tu revois un petit peu plus, et puis etc., etc. Et puis à un moment donné, tu boucles, si tu observes, et c'est là où c'est important d'être toujours dans l'observation, c'est que tu te rends compte que tu es en train de boucler en fait. Ouais, tu tournes en rond. Et là, il faut arrêter. Il faut s'arrêter en fait. Il faut se poser la bonne question. Et là, ça se décante. Tu as un exemple concret de nœud comme ça que tu as réussi à ouvrir? Oui, j'ai un exemple très concret, une clé qui m'a paru essentielle, c'est « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux vous appartient ». Pour moi, c'était une phrase. Tout était dit là. À l'instant où je l'avais lu, tout était dit. D'accord? Ça veut dire être simple, humble, tout petit. D'accord? Sortir du savoir-faire, de tout le savoir, revenir à la simplicité des choses. Quand j'avais vraiment, c'était au moment où je l'ai lu, ça a fait un déclic. Sauf qu'après, j'ai remis ça en cause. Donc je suis parti dans des schémas, j'ai lu sur la Kundalini, sur tout ce que tu veux dans la spiritualité. Et je m'en éloignais, quoi. Et à un moment donné, je revenais, ça revenait. Ça revenait en fait. Heureux les pauvres. Heureux les pauvres en esprit, c'est la phrase de Jésus, tu sais, au début du sermon sur la montagne, la première phrase de son sermon sur la montagne. Et je crois que c'est la phrase qui disait tout ce qui... Peux-tu le répéter s'il te plaît? Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux vous appartient. Donc tu l'as entendu une première fois, tu es passé à autre chose et ça c'est revenu. En fait, j'ai cherché, mais j'ai cherché dans plein d'autres domaines et j'ai remis en cause. J'ai dit, mais non, c'est peut-être pas ça, et puis, etc., etc. Donc, puisqu'on est en même temps, je te dis, on prend des schémas qu'on a utilisés dans le savoir-faire. D'accord. Et on Comparaison. essaie d'appliquer, voilà, méthode, comparaison, etc. D'accord. Décortique. Combien de gens dans le spirituel que j'ai rencontrés, hein, j'avoue, c'est très intellectuel. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'ils bouclent. Pour répondre à ta question, c'est ça qui a aussi fait le déclic, parce que j'ai rencontré pas mal de gens, et puis je trouvais ça bouclé, quoi. Je dis, mais ils me répètent la même chose. Ils retournent sur un autre, ils me répètent la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, mais heureux et pauvre dans l'esprit, ça veut dire que les choses sont simples. Je suis en train de complexifier. Je suis dans le savoir, en fait. Tu vois. Ton deuxième niveau de profondeur, c'était la découverte de la simplicité, on peut dire. Oui. Et le troisième niveau? Et ça, le vide. Le vide. Le vide. Tout est dans le vide. Qu'est-ce que le vide dans cette parole de Jésus? Le vide, c'est... Dans cette parole du début du discours de la montagne, heureux les pauvres. Il y a deux mots qui sont clés aujourd'hui. Deux mots qui sont clés. L'abandon, d'accord, et le mystère. Voilà. Ces deux mots-là résument la spiritualité. Je m'abandonne, tout se déroule comme ça doit se dérouler. Donc j'ai rien à remettre en cause ou à discuter ou à machin. Et le deuxième, tout est mystère, n'interprète rien, ne juge rien. Tout se déroule. Et tu n'en sais rien et tu n'en sauras rien. Jouis de ce qui t'est donné là maintenant. Ainsi est le vécu de heureux les pauvres. Voilà, c'est la pauvreté, pauvreté. D'être dans l'abandon et s'émerveiller de la vie comme si c'était pour la première fois sous le regard d'un enfant. Tout à fait.
Un mystère. Ouais. Incompréhensible. Pas chercher à comprendre. Il n'y a rien à comprendre en fait. Il n'y a rien à... Regarde, on essaye. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je pense que tous les vécus, on peut se retourner, hein, s'asseoir, prendre une plage où tu veux. Regarde ton histoire, l'expérience vécue. Il n'y a rien à savoir. Ça s'est déroulé. Et le libre arbitre dans tout ça. Justement, il n'y a pas de libre arbitre à partir du moment où tu acceptes ça. Où tu tires le libre arbitre quand tu t'abandonnes et qu'il y a un mystère. C'est ça qui est difficile. Et c'est là où ça c'est une étape, ce que je dis avec un ami à la fois. Quand tu comprends ça, et je continue, hein, parce que c'est très difficile de basculer. D'accord, et c'est pas toi qui décides, je pense non plus. Mais tu prends conscience. Tu prends conscience qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais c'est difficile en même temps, parce que tu as envie de décider. Malgré tout, tu as encore tes réflexes, tu as encore tout le mécanisme. Il y a certains mécanismes qui sont encore en toi. D'accord ? Et c'est là où il y a un travail de persévérance, d'observation constante de ces situations toute la journée. Et la vraie spiritualité, le travail spirituel pour moi, ça dépasse les rites, ça dépasse les prières. C'est ce travail constant d'observer. Voir. Parce que je ne suis plus dans l'abandon. Et je reviens toujours à ma croyance que j'ai le libre arbitre. L'entreprise elle-même, qu'on appelle l'entreprise libérée ou libérale, a été bâtie sur le libre arbitre. La plupart de ceux qui ont créé une entreprise disent « nous l'avons créée pour vivre libre ». Et cette liberté, en vérité, elle n'existerait point. Non, pas de liberté. Comment tu veux vivre? Cette chemise, si je porte ça, il y a quelqu'un qui l'a fabriquée. Une entreprise existe parce qu'il y a quelque chose autour qui existe, etc. etc. Rien qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de... Et si tu prends quand tu sors de la libre arbitre, encore pire, c'est que tu rentres dans la manipulation. Tu es manipulé. Tu quittes tu crois que tu as le libre arbitre, tu rentres en fait dans la manipulation. C'est pour ça que tout ce qui se passe aujourd'hui, le pouvoir, la communication, l'information, elle a pour but de te manipuler. Puisque tu es enclin à être là-dedans. Si je quitte le libre arbitre, je ne suis plus manipulé. Puisque je m'abandonne. Donc tu ne peux plus venir me saisir. Je rentre dans la non-dualité, si on descend d'un cran. On est dans la non-dualité. Non-dualité, qui peut venir me manipuler? En effet. Tu n'es plus attaché à rien parce que tu as abandonné. Et, voilà. Et donc il y a la deuxième phrase que j'ai entendue récemment, qui est quelque part la conclusion de ça. C'est « Heureux les pauvres en esprit, car les cœurs sont détachés. » Car leurs cœurs sont détachés. Où as-tu Car leur corps. Comment? Où as-tu entendu ça? Maître Eckhart. Maître Eckhart. Par exemple, admettons que je sois un chef d'entreprise qui veut installer ça dans l'entreprise. Par où je commence? Par moi. D'abord, il faut que moi j'enlève l'ego, je sois l'exemple. C'est la notion même des maîtres. Sans ce travail, c'est pas possible. Parce que c'est quand même lui qui insuffle quelque chose, comme Dieu, il insuffle. Donc tu dois te rapprocher de cette logique pour t'en imprégner, pas dire aux autres demander aux autres de faire quelque chose que tu ne sais pas faire. Merci Gilles. Merci à toi. D'accord, c'est un lion. À trois, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Si un jour tu t'aventures sur la voie de ta maîtrise et que tu vois fleurir tes entreprises, gare à l'ego. Il construit ses murs. L'ego dit « Je veux ça, c'est à moi. » Et je veux encore. Il répète, il compare, il sépare. Prisonnier de l'ego, chacun vit dans son monde seul et le geôlier vit aux dépens de celui qui l'isole. Tantôt en déprime, tantôt fier, il tentera de cacher le mystère de ton trésor.